Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour ce webinaire sur lequel nous allons aborder le droit et le calcul des indemnités journalières. Donc comme à l'habitude, nous avons coupé vos vidéos et vos micros de manière à économiser la bande passante et avoir une meilleure qualité de webinaire. Non depuis le chat. Alors attendez, je pense que nous avons un petit souci technique. Est-ce que vous pouvez me préciser si vous nous voyez ou pas? Et si vous nous entendez surtout? Ah. Il y a un pouce. Oui. Non, c'est parfait, nous vous remercions. Alors, donc, oui, comme je vous l'ai dit, donc, les questions-réponses vont être posées donc via l'onglet questions-réponses et non via l'onglet fil de discussion, ce qui nous permettra, nous, par la suite, de récupérer l'ensemble des questions et des réponses et de vous les transmettre quelques jours après ce webinaire. On vous transmettra également des liens utiles et le contenu de ce diaporama. Donc, ce webinaire va durer une quarantaine de minutes et par la suite, nous aurons une petite durée de 10-15 minutes d'échange par rapport donc à vos questions-réponses. Je vais co-animer ce webinaire avec Mélanie qui est présente à mes côtés. Bonjour tout le monde. Et nous avons Nicolas qui fera office de modérateur et qui va répertorier l'ensemble de toutes vos questions et vos interrogations. Bonjour Paul, bonjour Mélanie, bonjour tout le monde. Alors, au niveau du sommaire concernant donc ce webinaire, nous allons aborder tout d'abord les conditions d'attribution et de mode de calcul d'une indemnité journalière en maladie et également quelques astuces ou conseils de saisie au niveau de l'attestation de salaire. Nous ferons la même chose concernant les indemnités journalières maternité et paternité. Nous allons également aborder et vous présenter les nouveaux avis d'arrêt de travail. Beaucoup d'entre vous nous questionnent au quotidien par rapport à ces nouveaux avis d'arrêt de travail. Donc, on vous apportera toutes les précisions et tous les détails. Et en fin de webinaire, donc comme je vous l'ai précisé, nous aurons un temps d'échange pour les questions-réponses. Donc, je vais laisser la parole à Mélanie qui va commencer à aborder le premier sujet de l'IJ maladie. Merci Paul. Et avant de commencer ce webinaire, on tenait à vous dire que c'est important pour nous et pour vous d'aborder tous ces thèmes. On n'est pas tous des gestionnaires de paye dans des gros cabinets comptables habitués à toutes ces démarches. On a différents profils et aujourd'hui qui sont connectés avec nous, des personnes qui vont travailler ou seules ou qui vont débuter dans le métier. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident d'avoir toutes les démarches en tête. Ce sont des démarches qui sont importantes, qui souvent vont vous engager légalement. Donc, ce n'est pas forcément des nouveautés, c'est plus du basique, entre guillemets, mais c'est vraiment essentiel dans votre activité. Et ça fait également partie des thèmes que vous aviez soumis lors de nos remplissages des questionnaires de satisfaction sur d'anciens webinaires. C'était des thèmes qui revenaient, qui étaient assez redondants, que vous souhaitiez qu'on revoie aujourd'hui. Voilà pourquoi on a choisi ça. Donc, on va commencer tout de suite. On va voir déjà donc, les conditions d'attribution et le mode de calcul d'une indemnité d'une IJ maladie, pour commencer. Alors, comme on voit à l'écran, déjà pour un arrêt classique, un premier arrêt qui ne dépasse pas 6 mois au niveau de la durée, le salarié doit avoir, pour ouvrir droit à ses indemnités journalières, donc travailler, effectuer au minimum 150 heures de travail sur les 3 mois qui vont précéder l'interruption de travail. Ou bien avoir une cotisation sur une rémunération au moins égale à 1015 fois le SMIC en vigueur, au premier jour de la période de référence ou au cours des 6 mois civils qui vont précéder l'arrêt de travail, l'interruption de travail. Alors, on va voir maintenant les documents qui vont être nécessaires. Alors, déjà au niveau de la CPAM, donc votre salarié va aller chez son médecin qui va établir une prescription médicale de repos, un arrêt de travail. Le volet 1 et 2 sont à adresser dans un délai de 48 heures à la caisse primaire pour le service médical et le service administratif. Parfois, il peut arriver que l'arrêt n'aboutisse pas, qu'il y ait un souci avec la poste ou autre. Vous nous proposez de nous adresser le volet 3. Donc, sachez que pour nous, il n'est pas recevable. C'est vraiment le volet qui est destiné à l'entreprise, qui va justifier la période d'absence de votre salarié. Et nous, on ne peut pas l'accepter et s'en servir puisqu'il n'y a pas les raisons médicales dessus.
Je précise également qu'un bulletin d'hospitalisation équivaut à un arrêt de travail. Il n'y a pas besoin de refaire une démarche pour prescrire un arrêt en plus sur la période d'hospitalisation. Et donc, au niveau de la part de l'entreprise, vous allez avoir une démarche à faire. Soit si vous passez en DSN, donc vous allez faire un signalement d'arrêt de travail sur votre profil DSN, ou bien, via Net Entreprise, vous allez devoir établir une attestation de salaire au risque maladie pour qu'on puisse étudier le droit à l'ouverture de droit aux indemnités journalières. Donc, on va voir maintenant quand perçoit-on des indemnités journalières. Donc, déjà, l'IJ, indemnité journalière, elle est accordée à partir du 4e jour d'arrêt de travail, donc après un délai de carence de 3 jours. Le point de départ se situe à partir du moment où sont simultanément remplies 2 conditions. Donc la première condition, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une condition médicale. Il faut que l'arrêt soit médicalement justifié et prescrit par un professionnel de santé. Il y a également une condition administrative, puisque l'arrêt de travail doit être certifié par l'employeur, donc en faisant la démarche qu'on évoquait, c'est-à-dire le signalement DSN à arrêt de travail ou bien le remplissage d'une attestation de salaire. Alors, on va voir maintenant lorsqu'un salarié arrive sur un arrêt de travail supérieur à 6 mois. Donc, il est nécessaire pour nous, à la CPM, de réétudier ses droits. Concrètement, 2 conditions sont à réunir. Une condition médicale qui est étudiée par notre service médical. Le salarié peut être amené à être convoqué par la caisse pour voir si l'arrêt est bien médicalement justifié. Et il y a également une seconde condition qui, là, cette fois-ci, est administrative. Au début de l'arrêt, nous étudions, nous, les droits sur les heures travaillées sur une période de référence de 3 mois. Au bout de 6 mois d'arrêt, il est nécessaire d'avoir cotisé davantage, puisqu'il faut avoir effectué un minimum de 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils qui précèdent l'arrêt de travail. Donc, il y a une démarche à faire de la part de l'entreprise. Si vous passez par la DSN, ça se fait automatiquement. L'attestation d'ouverture de droit, pour l'ouverture de droit sur plus de 6 mois, va être générée dans un délai de 4 mois et demi environ par l'outil de DSN. Et si vous êtes toujours sur notre entreprise, alors là, il y aura effectivement une démarche à faire manuelle, si je puis dire, de votre part. Il faudra alors remplir une attestation de salaire et choisir le motif ouverture de droit sur plus de 6 mois via notre entreprise. On va voir maintenant un arrêt en rapport avec une affection de longue durée. Alors, une précision à ne pas confondre avec un arrêt de longue durée. On passe sur un arrêt de longue durée à partir du moment où le salarié est arrêté plus de 6 mois. Là, il s'agit d'une pathologie exonérante, donc une affection de longue durée, ALD. Donc, c'est une pathologie chronique qui nécessite des soins et pour laquelle le salarié a une exonération de ses soins et une prise en charge à 100% de ses soins. Donc, lorsqu'il y a un arrêt comme ça dans le cadre d'une ALD, parfois ce sont des arrêts, ça peut arriver sur 1, 2, 3 journées. Donc, au niveau de l'entreprise, vous vous dites, bon, on ne va pas percevoir d'indemnité journalière, ni le salarié, s'il n'y a pas de subrogation. Donc, vous n'allez pas forcément faire un signalement ou une attestation de salaire. Alors, c'est quand même important de le faire, puisque ça permet, en fait, on va appliquer au niveau de la CPM un premier délai de carence, donc un paiement à 0 pour ces 3 jours. Et si un nouvel arrêt en rapport avec cette ALD est de nouveau prescrit et présenté à la CPM, par exemple 1 mois après, le délai de carence ne sera pas réappliqué. D'où l'importance de faire cette démarche et de le déclarer auprès de la CPM. Ça vous permet également de justifier votre activité au niveau de la comptabilité et des démarches qui ont été réalisées pour l'assurer. Voilà pour cette précision. On va voir le calcul de l'IJ maladie. Donc maintenant avec Paul qui va nous l'expliquer. Merci Mélanie. Alors concernant le calcul de l'indemnité journalière, l'assurance maladie, nous, on se base sur les 3 salaires bruts, donc c'est-à-dire 3 salaires soumis à cotisation. Donc les 3 salaires précédents sur les 3 mois qui précèdent la date de l'arrêt de travail. Par exemple, pour un arrêt qui va débuter le 5 mars, on va prendre en compte les salaires de décembre, janvier et février, c'est-à-dire les 3 mois complets. Donc, pour faire effectuer ce calcul, on va tout d'abord définir ce qu'on appelle un gain journalier de base.
Pour trouver ce gain journalier de base, on va ajouter les 3 salaires bruts et on va diviser par 91,25. Donc, pour avoir un gain journalier de base. Je précise que les 3 salaires de référence, ils sont pris dans la limite de 1,8 fois le SMIC mensuel en vigueur. Alors, c'est un petit peu vague comme notion. Pour être plus précis, il faut savoir que les salaires pris en compte sont plafonnés à 3 076 € brut. Ce qui fait que si, par exemple, vous avez un salarié qui, par exemple, pour le mois de décembre, a un salaire à 4 000 €, pour le mois de janvier, a un salaire à 3 000 et le mois de février, un salaire à 3 000, celui de décembre, on ne va pas le considérer entier à 4 000, on va le plafonner à 3 076 €. Voilà, c'est la législation effectivement de la sécurité sociale qui est définie comme ça, et sachant que chaque année, ce salaire plafonné est réévalué par rapport au coût de la vie. Et ensuite, donc, pour déterminer l'indemnité journalière réelle que nous, on va verser donc, par jour, elle se calcule en divisant ce gain journalier par 2. Et cette indemnité journalière donc, a été basée sur des salaires bruts, est soumise aux prélèvements sociaux, c'est-à-dire 6,7% qui se définissent entre 6,2 de CSG et 0,5 de CRDS au niveau des cotisations. Donc pour faire le petit rappel, comme vous le voyez sur la droite, on prend les 3 salaires bruts, on divise par 91,25, on a un gain journalier de base qu'on divise par 2, et on a le montant de l'indemnité journalière qu'on va verser, donc sur lequel on va prélever les cotisations. On va regarder maintenant au niveau des saisies des attestations de salaire. Alors, pour tout ce qui est DSN, c'est-à-dire déclaration sociale nominative, donc système qui est intégré à votre logiciel de paye pour les entreprises ou collectivités qui sont équipées, il n'y a pas d'attestation de salaire à faire sur NetEntreprise, étant donné qu'il y a une redescente automatique des informations ou lors des signalements que vous effectuez, qui génère automatiquement une attestation de salaire que nous, on reçoit. Au niveau, par contre, de NetEntreprise, donc quand vous allez faire votre démarche, faites bien attention à cocher la case brute. Et donc, comme vous le voyez, donc sur les exemples, vous avez les 3 mois de référence qui vont être définis par rapport à la date de dernier jour de travail que vous aurez renseigné sur une étape précédente. Vous mettez vos salaires bruts, vous validez en bout de ligne, de manière à pouvoir générer l'attestation avec les montants déclarés. On va faire un petit focus sur le salaire rétabli. Alors, qu'est-ce que le salaire rétabli? Ça correspond au salaire qu'aurait réellement perçu le salarié s'il avait été présent le mois entier. On va prendre par exemple pour une période de référence pour un arrêt, donc vous le voyez à l'écran avec une date de dernier jour de travail au 1er février 2023. Donc nous, on va se baser sur les salaires de novembre, décembre 2022 et janvier 2023. On va prendre l'exemple, le salarié, au mois de décembre, il a eu par exemple une semaine de congé. Donc sur le montant effectivement que vous allez déclarer en brut, ça ne sera pas le montant réellement travaillé, d'accord? Donc vous allez rétablir le salaire en mettant un des motifs mentionnés là-dessus, donc congé payé, mais ça peut être une absence pour une maladie justifiée. Et en bout de ligne, vous allez mettre donc le salaire rétabli, c'est-à-dire ce qu'il aurait réellement perçu s'il avait été là à temps complet. Et nous, pour le calcul, on va prendre en compte non pas le salaire que vous lui avez versé, qui est dégrévé de ses absences, mais le salaire rétabli, c'est-à-dire qu'il aurait réellement perçu, étant donné qu'on est sur des absences justifiées. Voilà. Donc ça, c'est une petite notion effectivement qu'on souhaitait vous apporter pour vous éclaircir, parce qu'il peut y avoir des fois des petites interrogations de votre côté. On va aborder maintenant le sujet également de la nouvelle embauche. Alors, on avait fait un webinaire il y a quelques temps par rapport à la nouvelle embauche. Il y a une petite modification qui a été effectuée par rapport à l'établissement des attestations de salaire. C'est-à-dire que maintenant, on ne va rétablir le salaire uniquement sur le mois de l'embauche. Donc, soyez vigilants si vous anticipez
notamment pour des subrogations, si vous anticipez et vous simulez des calculs d'indemnité journalière, il faut savoir qu'on ne va pas rétablir le salaire sur tous les mois comme on le faisait encore l'année dernière. Donc là, toujours pareil, en DSN, on a une redescente automatique des informations. C'est surtout sur Net Entreprise, quand vous faites l'attestation de salaire, où là, la procédure va changer. Donc, vigilance sur les 3 mois de référence. On va avoir un exemple concret sur la prochaine diapositive. Donc là, on va être dans le cas, par exemple, où un salarié a été embauché le mois précédent l'arrêt de travail. C'est-à-dire qu'il y aura un salaire à 0 pour les mois qui précèdent le mois d'embauche et on ne va rétablir le salaire que pour le mois de l'embauche. Donc concrètement, avec un petit exemple, on a, vous voyez ici, une date de dernier jour de travail au 6 janvier 2022. Et on a un salarié qui a été embauché au mois de décembre 2021. Donc là, on est sur une période de justificatif de droit de octobre, novembre, décembre, les 3 mois précédant l'arrêt de travail. Mais comme on a une embauche qui a été faite au mois de décembre, on ne va faire un salaire rétabli uniquement que pour le mois de décembre et vous allez laisser des salaires à 0 pour le mois d'octobre et novembre. Donc, si on rematérialise, qu'on regarde par rapport à l'interface Net Entreprise, donc vous voyez, pour le mois d'octobre, vous mettez nouvelle embauche et vous laissez 0. Pour le mois de novembre, vous mettez également nouvelle embauche et vous laissez 0. Et pour le mois de décembre, donc là, on est sur un exemple, par exemple, d'un salarié qui a été embauché le 15 décembre. On a un salaire versé à 1 000 €, mais on va rétablir le salaire entier pour le mois de décembre. Donc, on va mettre un salaire établi à 2 000 €. Et donc, vous n'allez saisir que ça. C'est à nous, assurance maladie, de prendre contact après avec votre salarié de manière à récupérer les éléments de salaire pour les mois d'octobre et les mois de novembre ou des périodes éventuellement antérieures par rapport à son activité quand il était dans une autre entreprise autre que chez vous. Donc, c'est pour ça que soyez très vigilants sur la simulation et le calcul d'indemnité journalière dans le cadre d'une embauche sur la période de référence. Et donc, vous voyez juste en dessous, sur l'attestation de salaire rematérialisée que nous, on va recevoir, on aura marqué NEMB, donc c'est-à-dire nouvelle embauche, avec des salaires à 0, et nouvelle embauche avec un salaire réellement perçu 2 000 €, mais un salaire rétabli de 2 000 €, conformément à ce que vous avez saisi sur l'attestation de salaire. Voilà. Donc ça, c'est très important, cette notion de nouvelle embauche, et soyez vraiment vigilants par rapport au calcul des indemnités journalières. Paul, justement, pendant que tu es sur cette page-là, nous avons une question qui a été apportée par l'un de nos employeurs présents. Comment fait-on si le salarié a été embauché en janvier et qu'il est en arrêt de travail dès le mois de janvier? Alors là, dans ce cas-là, effectivement, sur la période des 3 mois, vous n'avez aucun salaire réellement versé. Donc, vous faites quand même votre attestation de salaire en mettant nouvelle embauche pour les 3 mois et 3 salaires à 0. D'accord? Mais c'est important de faire cette attestation de salaire. Pourquoi? Parce que nous, déjà, on va pouvoir mettre l'arrêt de travail en corrélation avec la date de dernier jour de travail que vous allez mentionner. D'accord? De manière à pouvoir nous valider le paiement des indemnités journalières. Et après, c'est nous, effectivement, qui allons soit récupérer des informations que nous avons déjà via éventuellement des descentes ou des remontées de DSN ou des attestations de salaire qu'on avait déjà eues par rapport à des précédents employeurs, ou sinon on enverra directement un courrier à votre salarié pour lui demander de nous faire parvenir des bulletins de salaire pour la période du 1er octobre au 31 décembre, par exemple, sur les 3 mois précédant l'arrêt de travail. Voilà. Mais surtout, vous, étant donné qu'à la date de l'arrêt de travail, il était en contrat chez vous, vous faites cette attestation de salaire, même si les salaires sont à 0. Merci Paul. On a une employeur qui demande plus de précision entre les 1 000 et les 2 000 € de la période de référence du mois de décembre. D'accord. Alors là, effectivement, c'était sur un exemple, par exemple, où on aurait une date d'embauche au 15 décembre. C'est-à-dire que le salaire
réellement perçu, il sera de 1 000 € parce qu'il n'a pas travaillé le mois entier. Mais selon le contrat, pour un mois entier, il a un salaire de 2 000 € brut. Donc, effectivement, ce que vous lui avez réellement versé, c'est 1 000 €. Mais s'il avait été à temps plein, c'était 2 000 €. Donc là, en fait, sur l'exemple précis, on est sur un mélange de la diapositive du salaire rétabli qu'on avait vu et une application de la nouvelle embauche. Donc, c'est là, effectivement, que se joue la différence. Merci, Paul. Alors, on va aborder maintenant la même chose, le même procédé avec les conditions d'attribution d'une indemnité journalière maternité et paternité. Je vais redonner la main à Mélanie qui va vous expliquer tout ça. Merci, Paul. Alors déjà, le congé paternité et maternité, avant de commencer, il faut savoir que c'est un droit qui est ouvert à tout salarié, quelle que soit la nature du contrat, que ce soit un intérimaire, que ce soit un CDD, un CDI, et peu importe son ancienneté dans votre entreprise. C'est un droit qui est ouvert à tous les salariés. Par contre, pour lui ouvrir le droit, justement, il y a des conditions à remplir. La première condition, c'est que votre salarié doit être affilié à son régime de sécurité sociale depuis un minimum de 10 mois. Donc, cette condition, elle va être vérifiée pour le congé paternité au moment où le congé va être pris et demandé, les pièces vont être réceptionnées. Et pour le congé maternité, donc, il y a deux périodes. Donc, les droits vont d'abord être étudiés lorsqu'on va réceptionner, nous, à la CPM, la date présumée de grossesse, qui va être établie par le médecin de votre salarié. Si les droits ne sont pas ouverts, on les réétudiera lorsque le congé maternité débutera et qu'on recevra l'attestation de salaire pour l'étude de droit. Dans les deux cas, donc le salarié, comme en arrêt maladie classique, il doit avoir effectué un minimum de 150 heures de travail sur les 3 derniers mois qui précèdent le début et la prise de ce congé. Ou bien, toujours pareil, avoir une rémunération, enfin avoir cotisé sur une rémunération au moins égale à 1015 fois le SMIC horaire en vigueur au premier jour de la période de référence ou au cours des 6 mois qui précèdent donc l'interruption de travail. Le congé maternité, ensuite, donc des petits rappels. Donc déjà, pour y ouvrir droit, l'assuré doit cesser au minimum son activité de 8 semaines. Lorsqu'on va réceptionner, nous, une petite précision, donc la déclaration présumée de grossesse, la CPAM va adresser à votre salarié un document qui s'appelle le calendrier de femme enceinte. Ce calendrier, il va reprendre, selon la situation de votre salarié, le nombre d'enfants déjà à charge ou à naître, les dates du congé maternité. Souvent, en entreprise, vous demandez à la salariée qu'elle vous transmette ce document. Ça peut être important pour vous pour que vous ayez déjà connaissance des dates de l'absence, mais également pour vous organiser peut-être le temps de celle-ci. Pour percevoir, enfin, à la suite du congé maternité, va s'ajouter ou pas le congé qu'on appelle pathologique. Le congé pathologique, il s'ajoute au congé maternité, il est payé au même titre que celui-ci, c'est le même mode de calcul qu'on va voir après avec Paul, 100 jours de carence, il est prescrit par le médecin, donc à vous d'être vigilant lorsque vous recevez un arrêt de votre salarié, si c'est coché en maternité, donc résultant de l'état pathologique de grossesse, donc là il faudra faire non pas une attestation de salaire en maladie, mais bien en maternité. Donc là, on a un petit rappel sur les dates, enfin la durée du moins du congé maternité selon s'il s'agit d'une grossesse simple, d'un premier ou deuxième enfant à naître, ou si vous attendez, si votre salarié attend son 3e enfant. Donc le congé maternité, il est découpé en 2 parties. Une première partie qu'on appelle le prénatal et une deuxième partie qui se nomme le postnatal. Votre salarié a la possibilité, si son état de santé le lui permet, de reporter, de décaler le congé maternité. Donc ça se voit des fois. Par contre, pour ce faire, celle-ci doit faire la demande écrite auprès de la CPAM et adresser un certificat médical de son médecin qui atteste que son état de santé lui permet le report, donc dans la limite de 3 semaines maximum de son congé maternité. Vous, en tant qu'employeur, vous n'avez pas de démarche à faire. Vous ferez l'attestation de salaire ou le signalement maternité via la DSN au moment du début du congé. Mais sachez que c'est un droit, en tout cas,
et qu'elle peut effectivement, si son état de santé le lui permet, décaler sa période de congé maternité. On a également donc, la durée du congé maternité en cas de grossesse multiple, donc dans le cadre de jumeaux ou bien de triplés, voire plus. Donc les durées respectives, 34 semaines pour des jumeaux ou 46 semaines pour des triplés ou plus. Donc ça, c'était pour le congé maternité. On va maintenant voir le congé paternité. Donc lui qui a évolué, donc vous commencez un petit peu à être au courant des nouveautés et des démarches à faire. Ça a évolué depuis bientôt 2 ans. Donc désormais, ce qui change, c'est que le congé paternité est d'une durée de 25 jours, donc auquel s'ajoutent les 3 jours obligatoires dans le Code du travail, aux 3 jours employeurs, donc pour une durée totale de 28 jours. Avant, on était, pour rappel, sur une période de 11 jours, soit 14 jours avec les 3 jours prévus par le Code du travail. Donc, il est désormais fractionnable. Ça veut dire que votre salarié peut le prendre en 1, 2 ou 3 fois. S'il est fractionnable, par contre, la deuxième période, qui est non obligatoire, doit être d'un minimum de 5 jours. D'accord ? Et pour finir, donc avant, on pouvait prendre ce congé dans les 4 mois qui suivent la naissance de l'enfant. Maintenant, celui-ci est à prendre dans les 6 mois qui suivent la naissance de l'enfant. Merci Mélanie. Alors maintenant, on va regarder comment on l'avait fait pour l'indemnité journalière maladie. On va regarder le mode de calcul pour l'indemnité journalière maternité et paternité. Parce qu'effectivement, ce n'est pas la même règle de calcul que pour la maladie. Le principe reste le même, c'est-à-dire qu'on va toujours se baser sur les salaires des 3 mois précédant la date de l'arrêt, que ce soit la date de début de congé maternité ou la date de début de congé paternité. À la différence de la maladie, là, sur la maternité et la paternité, on va se baser sur les 3 salaires nets. Donc, les 3 salaires nets, ils sont obtenus après un abattement forfaitaire de 21% par rapport au salaire brut. Donc, on va ajouter ces 3 salaires et on va les diviser toujours par 91,25 pour avoir un gain journalier de base. Et à la différence de la maladie, on ne divise pas par 2. Là, ce gain journalier de base est égal à l'indemnité journalière que nous, on va verser. C'est pour ça qu'on considère que sur un congé maternité ou un congé paternité, il y a très peu, ou quasiment pas, de perte de salaire. Donc, le petit rappel, comme vous le voyez, qui est beaucoup plus simple sur votre droite, on prend les 3 salaires bruts sur lesquels on fait un dégrèvement de 21% pour avoir le salaire net. On divise par 91,25 la somme des 3 et on a le montant de l'indemnité journalière que l'on va verser soit au salarié, soit à l'employeur dans le cadre d'une demande de subrogation. Alors, pour l'attestation de salaire en maternité et paternité, donc, comme je vous l'ai dit, nous avons besoin des 3 salaires nets sur lesquels on enlève les 21%. Donc, soit vous les avez directement déjà en connaissance dans vos logiciels, ou sinon vous faites le calcul vous-même. Et sur notre entreprise, donc comme vous le voyez, à la différence de la maladie, on ne va pas cocher brut, mais on va cocher réduit, donc sur la droite. Et vous allez mentionner donc sur la période de référence, c'est-à-dire toujours les 3 mois, les salaires nets qu'a perçu votre salarié. Et on reste sur le même principe qu'on a vu précédemment. S'il faut rétablir le salaire, vous le rétablissez dans le cas d'absence justifiée, mais on reste toujours sur cette notion de salaire net. On va faire un petit focus également maintenant sur l'envoi des pièces justificatives pour la maternité et surtout la paternité. Et dans un premier temps, on va commencer par l'extrait d'acte de naissance, Mélanie. Oui, donc effectivement, l'extrait d'acte de naissance, il est obligatoire, que ce soit pour le congé maternité ou pour le congé paternité. Bon, la différence pour le congé maternité, il va être envoyé dans un second temps, bien sûr, après l'accouchement. Mais pour le congé paternité, pour qu'on puisse nous valider, ouvrir le droit et verser les premières indemnités journalières, il faudra qu'on les réceptionne. Donc, si certains ont suivi peut-être notre précédent webinaire de janvier, je crois, on a fait un webinaire pour présenter un nouveau téléservice qui est accessible depuis l'outil Net Entreprise que vous connaissez, et donc qui s'appelle le compte entreprise.
sur le compte entreprise, vous avez un accès pour déposer des pièces justificatives liées uniquement au dossier d'indemnité journalière. Donc, en gros, ça constitue vraiment un point d'entrée unique, c'est sécurisé puisque vous vous connectez par le biais de Net Entreprise. C'est facile d'accès, vous avez l'habitude également de ce site. Et en tout cas, l'extrait d'acte de naissance peut être envoyé et adressé directement à la CPAM par ce canal-là. L'avantage, c'est que vous voyez à l'écran, hein, vous allez saisir un dossier, donc en commençant par remplir le numéro de sécurité sociale de votre salarié. Automatiquement, en tapant son numéro, il va y avoir ce qu'on appelle un routage automatique qui va être effectué vers la caisse gestionnaire, donc en gros la caisse d'appartenance, là où est rattaché votre salarié. Vous n'aurez plus de doute, plus besoin de se dire à quel CPM il est rattaché. Des fois, quand on travaille dans des départements un peu limitrophes, où est-ce qu'il est rattaché, où est-ce qu'il dépend, ou bien rechercher la fameuse adresse mail sur laquelle vous nous adressiez l'extrait d'acte de naissance, donc l'adresse mail DSNPJ, qui était différente en fonction des CPAM qu'il fallait rechercher manuellement sur le site Net Entreprise. Donc là, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, puisque une fois le document déposé et votre dossier validé, nous, à la CPM, il est adressé au service qui va le traiter, qui va être destinataire dans un délai de 15 minutes. Donc, c'est sécurisé, c'est rapide, et en tout cas, l'extrait d'acte de naissance peut être adressé par ce nouveau canal. Donc, si vous ne l'avez pas activé, n'hésitez pas à le faire, hein, pas forcément que pour le congé maternité, enfin paternité, mais pour d'autres démarches. C'est réservé pour l'instant, en tout cas, au justificatif d'IJ, mais ça peut être très intéressant et utile pour vous dans votre quotidien. Donc, on va voir les pièces nécessaires pour le congé paternité pour ceux qui passent par l'outil DSN. Donc, concrètement, lorsque vous allez signaler votre événement donc, au titre de la paternité, on va vous demander une date de début et de fin qui va générer automatiquement la période qui va être prise par votre salarié. Donc, en DSN, c'est plus facile, c'est plus rapide, plus sécurisé. Vous n'avez plus besoin, c'est terminé, d'adresser le fameux formulaire sur le fichier Excel, le formulaire de fractionnement avec les dates du congé paternité. Donc là, un simple signalement sur la DSN suffit, nous, derrière, à générer l'attestation de salaire. Je précise également, le salarié, comme je vous expliquais tout à l'heure, peut prendre le congé paternité en 1, 2 ou 3 fois. On fait autant de signalements DSN que de prise de congé paternité, bien sûr. On n'envoie qu'une fois l'acte de naissance, mais on fait autant de signalements que de prise du congé. Et maintenant, donc, pour ceux qui passent toujours par Net Entreprise, donc hors DSN, donc, il y a l'utilisation du nouveau téléservice Dépôt-Fi qui est à votre disposition depuis quelques mois maintenant. Donc, concrètement, vous avez un fichier Excel normé à remplir qui est à votre disposition sur le site Net Entreprise, que vous pouvez vous enregistrer pour le garder, par exemple, sur votre bureau dans le cadre de futurs congés paternité. Donc, comme d'habitude, vous le remplissez, ce sont les informations habituelles avec le numéro de sécurité sociale du salarié, son nom, la date du dernier jour travaillé, pour que nous, on ait connaissance vraiment de la période prise. Et concrètement, ce fichier, vous allez l'ajouter en pièce jointe, si je puis dire, dans le téléservice Dépôt-Fi qui se trouve donc sur la page d'accueil de Net Entreprise. Dans le pavé service complémentaire, autre service, vous avez l'outil Dépôt-Fi. Donc ça, ce sont pour les pièces nécessaires au congé paternité. On va faire maintenant un petit focus. N'hésitez pas, je le reprécise, si vous avez des questions. Je vois que Nicolas est en train d'apporter des réponses au fur et à mesure du webinaire, donc posez-les pour ne pas les oublier. S'il n'a pas le temps de tout traiter, on y reviendra en fin de webinaire. Mais voilà, ne les gardez pas sous le coude. On va faire un petit focus maintenant sur les nouveaux avis d'arrêt de travail qui ont changé depuis mai l'année dernière. Donc, vous êtes nombreux à vous questionner sur ces changements. Donc, on va écouter Paul qui va nous présenter les principaux changements. Merci Mélanie. Alors, effectivement, vous avez certainement vu par le biais de vos salariés en arrêt que les formulaires d'arrêt de travail, d'avis d'arrêt de travail, ont été quelque peu modifiés. Donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui change. On va vous expliquer toutes ces modifications.
Alors, on ne va pas rentrer dans les détails du décret, mais effectivement, suite à un décret de 2019, le but a été de simplifier les démarches et de fusionner les avis d'arrêt de travail. C'est-à-dire qu'il y a eu une fusion entre l'arrêt de travail maladie et l'arrêt de travail en rapport avec un accident de travail ou une maladie professionnelle. Donc, dorénavant, l'avis d'arrêt de travail, ça devient le support unique pour toutes les prescriptions d'arrêt de travail. Donc, que vous ayez un salarié qui soit en arrêt dans le cadre d'une maladie simple, d'une maladie d'affection de longue durée, d'un accident de travail, d'une maladie professionnelle, maternité, c'est-à-dire un congé pathologique, malheureusement, ça peut être également des cellules d'enfants ou de personnes à charge. Tout ceci va se synthétiser sur un seul et unique formulaire d'avis d'arrêt de travail. Et avant, effectivement, on pouvait recevoir différents types d'arrêts selon le motif. Là, maintenant, il y a une uniformisation de ce formulaire-là. Il n'y a plus qu'un seul type d'avis d'arrêt de travail. À côté de ça, si effectivement c'est en rapport avec un accident de travail, au préalable, le médecin va établir ce qu'on appelle un certificat médical AT-MP, donc accident de travail, maladie professionnelle. Et ce certificat, il est dédié à la description des éléments médicaux en rapport avec l'accident ou la maladie professionnelle. C'est-à-dire que ce certificat, il va détailler principalement la nature et le siège des lésions, et donc il va être réservé, si vous voulez, à la demande d'imputabilité des lésions par rapport à l'accident. En aucun cas, maintenant, ce certificat ne fera apparaître de date de début ou d'avis d'arrêt de travail. On est uniquement sur un certificat détaillant des éléments d'ordre médicaux. Donc là, maintenant, effectivement, vous allez me dire, mais pourquoi tout ça? Quel intérêt on y gagne, Mélanie? Bien, les intérêts, ils sont nombreux, que ce soit pour la caisse, pour vous, employeur, ou même pour votre salarié. Déjà, on harmonise un document unique, quel que soit le risque, maladie, maternité, paternité, accident de travail. Donc, c'est le même CERFA. Ça évite également une erreur, des fois, ou un doute pour le médecin. Des fois, lorsqu'il se trompait dans l'établissement, il a fait un arrêt en maladie au lieu de faire un accident de travail. Donc, ça nécessite une nouvelle consultation. Donc, c'est un gain de temps par rapport à tout ça. Donc, un enrichissement également des informations fournies pour tout ce qui va être des situations de pluriactivité ou d'activité autorisée. Donc ça, on va y revenir après sur la diapositive suivante. Une amélioration donc, des délais de paiement pour les indemnités en accident de travail ou maladie professionnelle. Donc pour votre salarié, c'est un versement plus rapide de son IJ. Pour vous, c'est une rentrée de trésorerie accélérée lorsque vous faites une subrogation, par exemple. On va avoir un gain de temps pour le salarié car ça évite évidemment un déplacement ou une consultation spécifique pour une prolongation de soins puisque, comme on a dit tout à l'heure, les certificats pour uniquement la prolongation de soins ne sont plus nécessaires, donc plus de démarches à faire en ce sens. Et donc, plus de demandes de certificats rectificatifs lorsqu'il y a une erreur de la part du médecin sur le formulaire de prescription. Donc, ça évite également les ruptures d'indemnisation. On va voir, comme je disais, les évolutions maintenant donc, sur ce nouveau CERFA. Alors, comme vous le voyez à l'écran, on vous a joint une copie d'écran d'un nouvel avis d'arrêt de travail. Et il y a quelques notions différentes par rapport à un arrêt de travail précédent. Effectivement, maintenant, comme on est sur un document unique, avant, on avait sur un arrêt maladie simple, on avait toujours ces deux lignes, c'est-à-dire un rapport ou non avec une affection de longue durée ou avec un état pathologique résultant de la grossesse, comme Mélanie nous l'avait expliqué tout à l'heure. Mais on a ces deux lignes en dessous, vous voyez en surbrillance, qui se sont rajoutées, c'est-à-dire est-ce que c'est un rapport, oui ou non, avec un accident de travail ou une maladie professionnelle? Et effectivement, si oui, dans ce cas-là, le médecin va mettre la date de l'accident de travail ou de début de demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Et on a également la notion de rapport avec un décès d'enfant ou d'une personne à charge. Alors, c'est surtout la première ligne qui est en surbrillance que vous allez voir le plus souvent, parce qu'effectivement, maintenant, les arrêts de travail en rapport avec un accident de travail seront notifiés là-dessus. Deuxième petite nouveauté qu'on a également, on a, vous voyez, marqué sur le deuxième encadré, activité autorisée. Oui, à partir du ou non.
Alors là, concrètement, en fait, c'est une petite nouveauté, effectivement, qu'il y a. On va être dans le cas, par exemple, d'un salarié qui a deux activités. On va prendre un exemple concret, un salarié d'une boulangerie qui travaille sur la fabrication de pain et qui peut faire éventuellement une allergie temporaire à un nouveau produit au niveau de son milieu professionnel. Donc, il va être effectivement en arrêt pour l'activité au niveau de la boulangerie. Mais à côté de ça, par exemple, il donne des cours d'anglais. Il donne des cours d'anglais pour aider des cours d'anglais déclarés qui sont rémunérés. Donc là, le médecin peut lui dire, alors effectivement, vous vous mettez en arrêt pour cette activité principale, entre guillemets, pour laquelle vous faites une allergie et sur laquelle, effectivement, vous ne pouvez pas, tant que les solutions n'ont pas été trouvées, reprendre votre poste de travail. Mais à côté de ça, vous pouvez toujours continuer votre deuxième activité et toujours continuer à donner des cours d'anglais. Donc, dans ce cas-là, le médecin va mentionner le libellé de l'activité qui est autorisée et va mentionner à partir de quand cette activité est autorisée. Ce qui fait que dans le cas de deux activités salariales, le salarié va percevoir des indemnités journalières pour l'employeur pour lequel il est en arrêt de travail et il va pouvoir continuer sa deuxième activité sous réserve, bien sûr, d'autorisation préalable du médecin. Ça peut être également le cas, Paul, je rebondis peut-être pour les apprentis, lorsqu'ils ont un arrêt de travail et qui ne sont pas aptes à exercer leur activité, mais qui peuvent par exemple se rendre au centre de formation, donc au CFA, ils sont aptes à suivre les cours, donc là, le médecin pourra le préciser là-dessus. Donc le salarié ne pourra pas exercer son activité son activité salariée, mais aller par contre suivre les cours lors de sa semaine de CFA, par exemple. Ouais, merci Mélanie pour cette précision. C'est des choses qui reviennent souvent. Alors maintenant, on va vous montrer les différences au niveau accident de travail entre le nouveau, l'ancien et le nouveau certificat médical. Donc, sur le côté gauche, vous avez l'ancien certificat médical en rapport avec un accident de travail. Donc, vous voyez que précédemment, on avait donc toujours nature, siège des lésions, mais on avait également toutes les notions d'arrêt de travail. Et là, ici, sur le côté droit, vous avez le nouveau certificat médical qui va être établi par le médecin, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, uniquement pour les motifs d'ordre médicaux. Donc, il y a 4 vraiment points principaux qui changent, c'est-à-dire qu'il y a la suppression de la partie arrêt de travail et soins. Oui, vous voyez qu'ici, avant, on l'avait, et maintenant, on n'a plus aucune notion d'arrêt de travail. Et à partir du moment où le certificat médical est établi, les soins seront pris en charge automatiquement dans le cadre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. On a également en haut la suppression de la case prolongation, d'accord, parce qu'on n'est plus sur une notion de durée d'arrêt de travail, mais on a juste la notion de nouvelle lésion. C'est-à-dire qu'éventuellement, il peut y avoir une autre pathologie qui va se rajouter à la pathologie d'origine. On a l'intégration d'un nouveau champ qui s'appelle conséquences prévisibles. Alors, ce n'est pas une obligation pour le professionnel de santé, pour le médecin de remplir, mais ça peut être à titre informatif, ça permet de disposer d'une information sur la durée prévisionnelle des soins. Alors ça peut être utile notamment pour votre salarié, pour l'organisation et la prévision effectivement, de la suite à donner à tout ça. Et enfin, on a une nouvelle rubrique pour la date de première constatation médicale. Donc ça, c'est notamment pour les maladies professionnelles, de manière à ce qu'on puisse revenir éventuellement sur une antériorité pour la prise en charge de la maladie professionnelle. Voilà, donc ça, c'est les nouveautés qu'on a et les modifications au niveau du certificat médical. Donc, comme je vous le rappelle, c'est le certificat médical en rapport avec l'accident de travail, mais ce n'est plus l'arrêt de travail en rapport avec l'accident de travail ou la maladie professionnelle. C'est vraiment cette nuance à apporter. Maintenant, Mélanie va nous détailler les impacts pour vous, employeurs. Qu'est-ce que cela change et qu'est-ce qui ne change pas également? Alors, déjà, ce qui change pour vous, on le dit, on le redit, donc la réception d'un document unique, quel que soit le risque, le risque maladie, maternité, accident de travail, maladie professionnelle. Concernant les certificats médicaux, bien la suppression de la partie arrêt de travail et au contraire, la conservation de la description de la nature et siège des lésions.
Et enfin, donc, le salarié ne transmet plus les certificats médicaux AT-MP, donc qui constatent les lésions, à son entreprise. Et au contraire, donc, ce qui ne change pas, bon, les règles de déclaration, d'instruction des dossiers restent inchangées, c'est-à-dire que vous avez toujours les mêmes obligations, les mêmes délais pour remplir, par exemple, votre déclaration d'accident de travail, donc toujours dans un délai de 48 heures. Le salarié doit toujours vous informer dans les 24 heures qui suivent l'accident. Vous avez également, en cas d'investigation par la caisse, le certificat médical qui peut être toujours mis à disposition sur le téléservice, donc sur le service en ligne QRP, questionnaire des risques professionnels. Et enfin, en cas de rechute ou bien de nouvelles lésions, étant donné que le salarié, lui, ne vous transmet plus les certificats médicaux AT-MP, la CPAM, par contre, s'engage à fournir tout document en lien avec la rechute ou avec la nouvelle lésion pour que vous ayez trace de tout ça et que vous puissiez toujours émettre d'éventuelles réserves. Donc, en résumé, donc, notre boîte à outils, donc, à l'écran, vous avez le petit flyer, donc comprendre et expliquer les nouvelles prescriptions d'arrêt de travail sur ce fameux document unique, quel formulaire fusionne, pourquoi. Donc, c'est un mémo qui va résumer toutes les modifications qui sont apportées, les nouveautés aux différents SERPA d'avis d'arrêt de travail. On va vous l'adresser sous format PDF en même temps que le diaporama qui va vous être adressé dans les prochains jours, le diaporama de présentation. On vous mettra une autre pièce jointe donc avec ce petit flyer qui vous est destiné à l'entreprise. Et donc, on va voir maintenant, on a un petit peu débordé sur le temps. Nicolas a pas mal répondu aux questions en direct. Est-ce qu'il y en a peut-être quelques-unes auxquelles tu n'aurais pas eu le temps d'apporter la réponse? Effectivement, Mélanie, il y a de nombreuses questions qui sont arrivées. Tant que possible, j'ai tenté d'y répondre en direct. De toute façon, à la fin du webinaire, lorsqu'on va vous envoyer le support, il y aura un recensement des questions et des réponses qui seront apportées. Ça vous permettra à tous d'en profiter. Et il y a juste une question où je n'ai pas eu le temps de répondre à l'écrit. Ça concernait la subrogation. Quelles sont les dates qui sont censées être indiquées lorsque l'employeur complète l'attestation de salaire? Alors là, ça va dépendre. En fait, nous, on vous conseille de mettre la date maximale qui va être prévue par votre convention collective. Donc, on ne peut pas vous l'indiquer, cette date. Elle est vraiment définie par votre convention. En tout cas, ce qu'il ne faut pas faire, c'est mettre une date de subrogation uniquement sur la période d'arrêt que vous recevez. Parce que si l'arrêt est amené à être prolongé, eh bien, la suite des indemnités journalières vont se stopper au niveau de la subrogation. Si vous ne faites pas derrière une attestation de salaire rectificative modifiant la période de subrogation qui avait été initialement demandée. Donc, c'est pour ça, après, c'est un peu fastidieux de faire des régularisations, des indus auprès de l'assuré pour vous les régulariser à vous en tant qu'employeur. Donc, voilà, par défaut, vous recevez un arrêt, peu importe si c'est une semaine, un mois, vous mettez la date maximale qui est prévue dans votre convention collective pour la subrogation. De toute façon, s'il n'y a plus d'arrêt, il n'y aura plus de paiement d'arrêt. Est-ce qu'on en a d'autres? Alors, il y en a une qui mérite d'être répondue. C'est concernant l'arrêt de AT-MP. L'employeur ne doit donc plus adresser la déclaration d'accident du travail détaillant les circonstances ou nature des lésions. Je pense que c'est important de faire une mise au point sur cette question. Alors si, effectivement, comme vous l'a précisé Mélanie, cette démarche, elle est toujours obligatoire et elle vous incombe toujours dans un délai de 48 heures au niveau de la caisse. Vous devez toujours faire la déclaration. Vous mentionnez effectivement, par rapport à la connaissance des informations qui ont été redescendues par votre salarié, la nature et le siège des lésions. Après, s'il ne vous précise pas, et vous n'allez pas jouer au docteur, entre guillemets, vous n'allez pas, vous, essayer effectivement de voir vraiment où il a mal ou pas. Donc, vous mettez juste ce que vous savez, mais la déclaration d'accident de travail, vous devez effectivement toujours la faire en mettant les circonstances, parce que les circonstances, de toute façon, il est obligé, effectivement, quand il vous alerte, de vous expliquer comment ça se passe. Donc, cette déclaration est toujours à faire. Après, le côté médical, effectivement, nature, siège des lésions, qui est mentionné toujours dans la déclaration. Si vous en avez connaissance, vous complétez les champs. Mais après, nous, ce qui compte, de toute façon, c'est le document du médecin détaillant vraiment médicalement, suite à une consultation, la nature et le siège des lésions dont souffre le salarié.
Mais effectivement, cette déclaration est obligatoire et doit toujours être faite. Et puis, je précise que c'est une obligation légale. Alors que vous soyez d'accord ou pas avec les circonstances de l'accident, que vous ayez toutes les informations ou non, peu importe, il vaut mieux faire une déclaration d'accident de travail, peut-être pour rien, si jamais on ne reçoit pas un certificat médical initial du salarié qui va permettre de démarrer l'instruction du dossier. Mais vous, faites-le, c'est une obligation légale, c'est une obligation en tant qu'entreprise, employeur. Vous pouvez vous exposer derrière à des sanctions, à des pénalités. Donc, vous avez connaissance d'un accident, vous remplissez votre déclaration. Voilà, c'est très, très important. Je pense qu'on va peut-être clôturer le webinaire. On va apporter réponse aux questions au fil de l'eau et les recenser dans un second temps. Vous avez à l'écran donc nos coordonnées. Donc, avec nos coordonnées téléphoniques. Également, vous voyez, vous avez la chaîne YouTube qui a été créée il y a peu de temps, donc à la CPM des Landes, pour la rubrique employeur. Donc, si vous essayez de scanner le QR code, vous retrouverez l'ensemble de nos webinaires qui sont mis à disposition pour ceux qui ont besoin de revoir tout ça ou alors de les visionner parce qu'ils ne pouvaient tout simplement pas être présents aux dates qui étaient prévues. N'hésitez pas également à vous abonner et à nous suivre. Et puis, si vous avez la moindre question, toujours à contacter la ligne employeur au 36 79 directement du lundi au vendredi. Voilà, alors excusez-nous, en fait, il y a une petite erreur, on a marqué le 3608, la ligne des professionnels de santé, parce qu'on gère également les professionnels de santé. Et c'est une petite erreur de notre part, donc c'est bien le 36 79. Veuillez nous excuser. Et tant que tu parlais de la chaîne YouTube, Mélanie, je précise que ce webinaire-là sera en replay donc sur la chaîne YouTube d'ici quelques jours. Et vous avez déjà à disposition le webinaire par rapport à des thèmes qu'on a abordés, notamment le compte entreprise, effectivement, avec le dépôt des pièces, comment faire le dépôt des pièces, le congé paternité avec l'outil dépôt-fi. Donc, tout ça, vous le retrouvez et on mettra également d'ici les prochaines semaines des petits tutos, des petites vidéos d'1 minute 30, 2 minutes sur des points clés pour vous aider dans vos démarches au quotidien. Mais après, encore une fois, si vous n'avez pas les réponses et vous ne trouvez pas les réponses, on est là avec nos coordonnées pour répondre à vos demandes et on se fera un plaisir de répondre à toutes vos demandes. Les remerciements abondent dans le fil de discussion par rapport aux réponses que vous avez apportées à la présentation que vous avez effectuée. C'est gentil, merci. Merci en tout cas d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Merci de votre attention. Et puis, on vous dit à bientôt pour de futurs webinaires. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.